Bienvenue dans ce 59e numéro de Terre de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons découvrir différentes formes d'innovation en agriculture. En partenariat avec la Chambre d'agriculture, nous allons dresser le portrait d'exploitants ingénieux. Ils ont osé aller jusqu'au bout de leurs idées, des idées en apparence simples, mais surtout originales. Place au sommaire. Ils ont osé. Cette fleur n'était plus visible dans les parcelles agricoles depuis l'après-guerre. L'entreprise Multifolia a choisi de réintroduire une plante aux multiples vertus, le sainfoin. Je me suis aperçue que tout le monde au niveau mondial travaillait sur le sainfoin et qu'il y avait une richesse scientifique et bibliographique énorme. Ici, prochainement, une aire de lavage pour engins agricoles de 2000 m² qui aura la particularité d'être ouverte à tous les habitants. En effet, cet agriculteur innove en partageant leurs efforts afin de préserver au maximum l'environnement. On considère que si nous, les agriculteurs, ne polluons pas, il faut aussi que les ruraux ne polluent pas. Donc il fallait qu'on les accepte sur nos terres. Muselés à trois pattes, station météo au cœur des vignes, les vignerons ne sont pas en reste quand il s'agit d'améliorer leur process. Juste sur le petit monde du Champagne, on estime qu'on peut économiser 107 000 km de fil par an. Ici, toutes les informations sont transmises sur Internet, directement sur un fichier Excel demi-heure par demi-heure. En fait, grâce à une petite carte SIM comme dans votre téléphone portable. Recherche, bon sens, expérimentation, les agriculteurs au bois ne manquent pas d'ingéniosité et proposent des solutions innovantes. Aujourd'hui, Terre de l'Aube permet d'en découvrir une sélection. Beaucoup d'expériences innovantes donc, que nous allons découvrir durant ces 26 minutes. Jean-Luc Follot, vous êtes conseiller agricole à la Chambre d'agriculture de l'Aube. En termes d'innovation, comment le métier des agriculteurs a changé depuis, on va dire, 10 ou 20 ans ? En fait, c'est la révolution des nouvelles technologies qui a changé le métier de l'agriculteur. Alors, tout d'abord dans son bureau, ensuite dans les champs. C'est-à-dire ? Alors, dans son bureau, l'arrivée d'Internet permet à l'agriculteur d'avoir des informations techniques en temps réel. Ça lui permet également de consulter les cours des marchés en direct. Donc, ça a vraiment révolutionné donc, le bureau de l'agriculteur. Et au-delà du bureau ? Alors, au champ, ce sont sans conteste donc, les évolutions du matériel, avec des débits de chantier de plus en plus importants. Donc ça permet de faire plus d'hectares. Et surtout une technologie embarquée qui est de plus en plus pointue. Alors justement, on m'a parlé d'un tracteur connecté via satellite. C'est pour regarder la télévision quand on conduit le tracteur, c'est quoi ? On peut regarder la télévision désormais. Ah bon ? C'est ça aussi, l'innovation. Mais il n'y a pas que ça. Non. Alors le principe, quand on utilise le guidage, c'est d'éviter de passer deux fois à la même place. C'est-à-dire, c'est éviter les surfaces de recouvrement. Ainsi, quand un agriculteur travaille son sol, on estime à peu près à 12% le taux de recouvrement. Quand il récolte son blé, on estime à 5% le taux de recouvrement. Donc ça permet d'être extrêmement précis en fait dans l'exploitation agricole. Donc ça permet de faire bien sûr des économies, puisque en étant précis, on utilise moins de carburant. On utilise également moins de produits phytosanitaires et on a estimé donc en moyenne, selon la géométrie de la parcelle, on économise à peu près 5% de produits phytosanitaires avec un guidage de précision. Christian, donc on le voit là hein, avec ce simple témoignage, le monde agricole intègre les technologies les plus récentes. Est-ce que l'Aube est à la page ? Alors oui, certainement, mais l'innovation, surtout, il faut comprendre qu'elle ne se limite pas seulement à la technique qui vient d'être évoquée. Les Aubois sont ingénieux. La preuve avec les images que l'on va voir de l'entreprise Multifolia, qui a d'ailleurs remporté le 4e concours de l'innovation 2012, un concours organisé par la Chambre d'agriculture. Alors Multifolia est né grâce à une agricultrice fan de la couleur rose. Rose comme les fleurs de sainfoin, vous allez tout comprendre grâce à ce reportage. Les prix de l'innovation et de l'ingéniosité en agriculture ont été remis à l'occasion des foires de Champagne. La lauréate se nomme Pascal Gombaud. Le projet s'intitule Le Sainfoin, une culture à réinventer du champ à la fourchette. Si aujourd'hui le sainfoin permet d'alimenter les vaches de l'AOC Chaours, le projet a été lancé il y a 3 ans en partant de zéro. C'est un véritable engagement et une véritable récompense pour la ténacité qu'il nous a fallu pour arriver jusqu'à là. De la joie pour tous les gens qui m'ont suivi et qui ont cru à notre idée. Pascal a fait du neuf avec du vieux. Elle cultive une plante historique, le sainfoin. Cette légumineuse encore largement implantée après-guerre avait disparu suite au remplacement des chevaux par les tracteurs.
L'idée, elle va à Bruno Robert, agriculteur à Vailly, qui est le premier à parler de Saint-Foin et pourquoi on ne ferait pas du Saint-Foin pour la filière de déshydratation. Et j'ai passé des nuits sur Google à chercher pourquoi le Saint-Foin et pourquoi pas. Et là, je me suis aperçue que tout le monde au niveau mondial travaillait sur le Saint-Foin et qu'il y avait une richesse scientifique et bibliographique énorme. L'idée a donc germé de commercialiser à nouveau cette nourriture auprès des éleveurs. Avec un autre cultivateur, Pascal a créé en 2007 l'entreprise Multifolia. Les vertus du Saint-Foin ont rapidement séduit. À la fois résistance à la sécheresse, résistance aux insectes, qui s'installent relativement bien, mais qui a surtout des propriétés nutritionnelles assez méconnues, des structures assez complexes qui lui confèrent des propriétés antiparasitaires. Un plus pour les vaches de l'AOC Chaours qui rejettent également moins de méthane. Les abeilles et les animaux sauvages raffolent de la plante. 2 groupements de développement agricole ont collaboré à la réussite de ce projet. Il n'existe actuellement plus que 3 variétés au catalogue français. Donc le choix était déjà restreint. On a regardé un petit peu les densités de semis parce que là aussi on partait un peu dans l'inconnu. On a fait une fiche technique un peu de la conduite de la culture et on lui donne les éléments pour réussir la culture, pour qu'il n'y ait pas trop de soucis. Le gros de l'innovation, c'est surtout le fait qu'elle soit déshydratée pour être transformée en bouchons, comme les bouchons de luzerne. Gros avantage de cette transformation, c'est la facilité de transport, qui nous permet de pouvoir exporter le produit sur la France beaucoup plus facilement que si c'était des bottes de foin, par exemple. Au niveau européen, je pense qu'on doit être les premiers en termes de surface. On est les premiers en termes d'innovation sur le granulé, ça c'est clair aussi. On peut même penser qu'au niveau mondial, on doit être sûrement les premiers, sinon très bien placés. L'audace et l'innovation de Multifolia ont donc permis de créer une nouvelle filière économique auboise. L'objectif consiste désormais à atteindre d'ici 3 ans une surface de 350 hectares de Saint-Foin, le tout pour une production annuelle de 3000 tonnes de granulés. Voilà, Multifolia qui a donc remporté le 4e concours de l'innovation 2012. Alors une question pour vous, Michel Ivard, vous êtes donc directeur de Groupama. Groupama est surtout connu comme un groupe d'assureurs, d'assurance. Pourquoi et comment vous avez participé à ce concours de l'innovation et de l'ingéniosité? Ouais, tout simplement parce que j'y crois, parce que mon groupe est fortement engagé. Moi aussi, je suis fortement. Je crois que il y a plein d'acteurs qui sauront ce que je veux dire quand je dis que je suis engagé pour le département. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je le fais avec plaisir, avec bonheur. Et puis c'est pour aider aussi au développement de notre agriculture et de notre viticulture dans le département. Puis aussi de toutes les forces vives, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font en innovation en dehors du département, sur lesquelles on a su développer des partenariats. La deuxième chose, c'est que pour nous, l'innovation, c'est porteur de développement durable. Si c'est porteur de développement durable, c'est porteur de bien-être. Voilà. Et si c'est porteur de bien-être, c'est aussi créateur d'emplois, donc ça aide au développement de notre département. Puis la troisième raison, ce que je voulais vous dire, je vous ai apporté Cerise, là, qui fait un petit clin d'œil. Évidemment, qui fait un petit clin d'œil. Évidemment que vous en parliez. Qui fait un petit clin d'œil à chacun, mais c'est pour donner du sens aussi à tout ça. C'est que la dernière innovation que Cerise a pu faire, c'est justement, je vois que vous avez un smartphone et qu'on a remporté un grand prix international de l'innovation, justement en service client, où non seulement avec votre smartphone, vous pouvez nous joindre, bien sûr, pour consulter vos contrats ou vos comptes bancaires, mais surtout, Cerise est surtout là pour vous rendre service quand vous avez notamment un sinistre. Ça s'appelle de l'auto-marketing. Merci Michel. Jacques Leclerc du Sablon, vous participez à Ferme Aube qui réunit, on va dire, tous les protagonistes du monde agricole au bois. Selon vous, le monde agricole doit innover pour proposer des innovations en fonction des usages. Kezako, ça veut dire quoi? Alors, la première raison d'innovation, c'est un usage qu'on va appeler l'usage économique. C'est-à-dire que la population a besoin d'une économie qui tourne et qui grandit. Donc, comment répondre à cette économie? Comment répondre à cette demande d'usage? Dans le temps actuel de globalisation, l'Aube, qui est un département pionnier en termes de qualité de ses produits agricoles, en particulier ses céréales et son vin de champagne, doit se démarquer des autres concurrents sur le marché mondial par une valeur ajoutée d'innovation répondant au plus près à la demande d'usage. La demande d'usage de céréaliers, pour les céréaliers, c'est pas le grain de blé. C'est les gens ont besoin de pain. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Avec qui? On a besoin de qui pour faire le mieux, avec le meilleur revenu, avec la qualité, la traçabilité, répondre à cette demande d'usage. C'est un nouvel état d'esprit dans le monde agricole? Partir vraiment de l'usage, du besoin
au bout de la chaîne. Moi, je dirais qu'on retrouve quelque chose qui existait et l'enjeu est énorme. La demande, jadis, pendant très longtemps, l'agriculture a été un des éléments majeurs pour faire le lien social, pour tenir la société ensemble en France. Dans les dernières décennies, les choses ont été plus difficiles. Et aujourd'hui, l'opportunité existe, et c'est celle-là que l'Aube saisit à pleine main, que l'agriculture et la viticulture ensemble redeviennent le levier qui va rassembler qui va rassembler les gens qui peuvent répondre à la demande d'usage de la population qui est « nous voulons un paysage ». Nous voulons des produits alimentaires sécurisés de qualité. Nous voulons une économie agricole et viticole qui grandit dans notre Aube, dans notre département, en étant encore plus importante. Et nous voulons aussi des emplois, donc une économie agricole et viticole qui se développe. C'est ça l'usage. Et pour cela, il faut innover. Et pour ça, il faut innover. Cet état d'esprit, c'est un peu nouveau. Et vous appelez ça, je crois, le co-design, c'est-à-dire d'innover ensemble. Mais où est-ce qu'on peut se former? Alors, le co-design, en français, on va dire que c'est de la co-élaboration. Voilà. Pas de la collaboration, de la co-élaboration. Alors, on peut se former où? Je connais bien un atelier de co-design qui a été présent dans le département au mois de décembre, dans une très belle conférence. C'est l'atelier de co-design de Lille, hein, dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs de Lille, l'ICEN, l'ISA, HEI. Et puis, j'allais dire, plus près de nous, ici, à Troyes, en particulier à travers la Fermo, puisque nous ouvrons cette année une nouvelle promotion de formation dans laquelle l'innovation et en particulier la co-élaboration sont le fil rouge de cette formation. Manager une économie d'innovation. Jean-Luc Follo, est-ce que la Chambre d'agriculture de l'Aube mène des actions pour innover, pour aider à innover plutôt? Tout à fait. La première action, c'est déjà d'écouter les besoins du terrain, d'écouter les besoins des agriculteurs. Donc on est chargé de faire une écoute besoin avec mes collègues, donc des besoins terrain, et de construire une offre adaptée aux agriculteurs. Ensuite, il y a un besoin de formation, à la fois donc, pour les élus de la Chambre d'agriculture, pour les salariés, et également pour les agriculteurs. Alors pour les agriculteurs, il s'agit de transmettre ces nouvelles façons de travailler, ces nouveaux systèmes, par exemple produire en production non plus raisonnée, pas forcément bio, mais en production intégrée, qui est à mi-chemin entre le bio et le raisonné. Pour les salariés et pour les élus, il y a des formations en management, il y a des formations en marketing, donc il y a tout un tas de formations pour accompagner ce développement vers l'innovation, l'innovation qui est au quotidien, donc présent donc, dans l'esprit de la maison. Christian, j'ai bien compris que l'Aube était en marche au niveau de l'innovation. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples au bois? Alors oui, par exemple, à Villeneuve-aux-Chemins, des agriculteurs ont choisi de créer une station de lavage d'un genre unique. Alors vous allez me dire, surtout pour un urbain, pourquoi une station de lavage innovant dans un village avec peu de population, on va dire. Alors je propose de voir tout simplement l'explication en images et ça va être très très clair. Il y a une démarche. Il y a une démarche. Au cœur de Villeneuve-aux-Chemins, l'aire de remplissage des pulvérisateurs a pris un coup de vieux. Gilles Presta a été récompensé grâce à son projet de remplacement. Là, on veut justement être vraiment le plus efficace possible et le plus durable possible. Afin d'y parvenir, depuis 2 ans, il est accompagné dans ses démarches par la Chambre d'agriculture. Il faut regrouper les gens, qu'ils aient envie de travailler ensemble. Après, ce sont des dossiers qui financièrement sont lourds, donc il a fallu déposer un dossier de demande de financement à la région. Les agriculteurs ont choisi de faire un puits et ça a un peu alourdi le dossier puisqu'il fallait faire aussi une demande d'autorisation pour avoir un puits et une enquête, une étude d'impact. La première innovation de ce projet d'aire de lavage consiste à veiller sur l'environnement lors des manipulations des produits phytosanitaires. Alors en fait, on parle d'une aire qui sert au remplissage et au lavage. Et ce qui est important pour le remplissage, c'est de sécuriser cette phase parce que si on a un souci et qu'on laisse échapper un bidon ou que lors du remplissage il y a du débordement, c'est du produit quand même relativement concentré qui peut déborder. Et ça provoque une pollution ponctuelle. Donc là, si on a une aire, on récupère le débordement et on peut le traiter. Deuxième innovation, l'aire de lavage sera utilisable par les habitants de la commune. Cette décision a été prise à l'unanimité par les 7 agriculteurs qui collaborent sur ce projet. On considère que si nous, les agriculteurs, ne polluons pas, il faut aussi que les ruraux ne polluent pas. Donc il fallait qu'on les accepte sur nos terres.
Les 2000 m² de la future aire de lavage se trouvent à proximité de l'espace recyclage. Chacun pourra donc s'y rendre à tout moment. Les ruraux qui viendront ou les agriculteurs auront un digicode qui leur permettra d'accéder à la plateforme et ensuite ça permettra de calculer la quantité d'eau qu'ils ont consommée. Pour les agriculteurs qui généreront des polluants, ils paieront en fonction de la quantité de polluants laissés. La région finance en partie les 150 000 € nécessaires à l'installation de cette aire dont les plans sont établis. La partie rose permet aux particuliers ou aux agriculteurs à laver le matériel, c'est-à-dire une benne, une auto, une tondeuse, des choses comme ça. Puis dans la partie bleue, c'est là spécifique pour les agriculteurs, pour remplir leur pulvé, pour laver leur pulvé et ensuite, s'ils ont des surplus de produits, venir les mettre, les fonds de cuve qu'on a en général dans les pulvés, venir les mettre pour qu'ils soient stockés et ensuite retraités. L'étude de la Chambre d'agriculture a permis de choisir une cuve de récupération des eaux souillées de 10 000 litres. Le financement n'étant pas totalement arrêté, la date de mise en œuvre reste à déterminer. Michel Livard, voilà une station de lavage unique qui va naître ici dans le département. Voilà, en tant qu'assureur, comment ça se passe lorsque un agriculteur vient vous présenter ce type de projet innovant? Quand un agriculteur nous présente ce type de projet innovant, dans notre groupe, ce que l'on fait, c'est que, bien sûr, on l'écoute d'abord, puis on répond à ses besoins. Mais ce que l'on fait très très souvent, et ça c'est un mode qui fonctionne très très bien, on le fait en mode participatif. Je vais prendre l'exemple de la climatologie. On vient d'avoir un petit peu de gel là cet hiver, derrière un petit peu d'inondation, un peu de grêle, et on voit qu'on a des exploitants agricoles qui souffrent de tout ça. Donc ils avaient une demande forte d'assurance en matière de climatologie qu'on appelle climat. Et on s'est mis tous ensemble autour d'une table, on l'a testé ensemble. Sur le terrain, les élus de mon groupe l'ont testé et c'est comme ça qu'on est arrivé à le mettre en œuvre, ce que j'appelle moi essai, erreur, correction, de façon à ce qu'ils aient quelque chose qui corresponde vraiment à leurs besoins, quoi. Jacques Leclerc du Sablon, quelles sont les priorités dans le domaine de l'innovation agricole? Est-ce que c'est des économies d'énergie? Est-ce que c'est la diversification? Est-ce qu'il faut travailler sur les rendements? On va prendre les choses à partir du mot d'usage. Et la demande d'usage sur l'agriculture et le monde rural, aujourd'hui, ça correspond très bien à ce qu'on appelle la durabilité. C'est avoir une pratique professionnelle qui dure, qui ne compromet pas l'avenir, qui est transmissible dans le domaine social, dans le domaine économique et dans le domaine technique des modes de production. Donc s'il y a des priorités d'innovation, c'est autour de cette demande d'usage, dans ces trois piliers principaux qui sont le social, l'économique et les techniques de production. Alors peut-être un focus, Jean-Luc Follot, sur la partie technique agricole. Qu'est-ce qui, selon vous, est innovant et en cours d'expansion dans le département en termes de technique? En termes de technique, on a les couverts végétaux qui sont innovants en expansion. Alors, il y a bien sûr une raison réglementaire au départ, puisque dans le département, les agriculteurs sont obligés de couvrir 100% de la surface agricole utile à partir de septembre 2012, donc soit en culture, soit en couverts végétaux. Alors ces couverts végétaux permettent de limiter les fuites de nitrate, permettent de préserver la biodiversité, permettent de fixer du carbone, permettent éventuellement de faire des économies d'azote, donc il y a tout un tas d'avantages. À côté de ça, on a aussi d'autres techniques qui sont développées, comme le non-labour, mais qui est bien considéré comme un outil et pas un moyen et pas une finalité. Également de nouvelles techniques qui sont demandées, c'est du semis direct sous couvert, avec des parcelles qui sont couvertes en permanence, et donc on sème en direct dans le couvert. Alors ces deux aspects sont travaillés au sein de la Chambre d'agriculture au niveau d'un groupe qui s'appelle Expert TCS. Christian, l'Aube est une terre de champagne. Est-ce que les vignerons, eux aussi, innovent? Bien sûr, ils ne sont pas en reste. Alors je propose de voir deux exemples. L'un, c'est plutôt dans l'esprit industriel et l'autre, c'est plutôt dans le domaine de l'agronomie. Et je propose d'aller donc dans les vignes. En septembre 2011, Pierre-Éric Joly présentait une révolution à l'allure anodine. Le muselet Y maintient le bouchon avec 3 fils au lieu de 4. L'intérêt du muselet Y, c'est d'avoir une économie de fil de 41,3%. Et d'avoir une capsule en plastique qui nous permet d'économiser entre 86 et 90% d'énergie. Juste sur le petit monde du Champagne, on estime qu'on peut économiser 107 000 km de fil par an.
6 ans de recherche, déclinaison en 6 couleurs, création d'une marque, d'un site dédié et 5 brevets internationaux, l'innovation de Pierre-Éric Joly suscite l'intérêt. J'ai eu des mails de pays que je n'avais jamais vus auparavant, comme l'Argentine, l'Israël, les États-Unis, etc. Ça va au-delà de la curiosité, il y a des gens qui me demandent vraiment pour en avoir. Tout est prêt, ou presque, pour la phase suivante, industrialiser la production, si possible, avec des investisseurs au bois. J'ai plutôt envie de céder des licences à une entreprise qui investirait pour développer le Y. Je pense que j'ai fait une bonne partie du chemin, j'ai prouvé que ça existait. J'ai commencé à en fabriquer un petit peu, donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À 30 ans, Richard Royer est également passionné de technologie. Son but, prévenir avec précision les attaques du mildiou. Voilà un exemple de contamination de mildiou. Ça fait une tache un peu translucide et qui au bout de quelques jours devient blanche sur le côté inférieur de la feuille. La conséquence d'une attaque de mildiou est la destruction du feuillage et parfois même de la récolte lorsque les contaminations atteignent les grappes. Les champignons du mildiou se développent en fonction de l'humidité. Dans ce cas, les prévisions météo générales ne suffisent pas. Vous avez des fois des rayons de grêle qui traversent sur 50 mètres de large. Sur 50 mètres de large, la parcelle peut être complètement grêlée et celle d'à côté, presque rien à voir. Et c'est la même chose pour la pluviométrie. On peut avoir des grosses chutes d'eau à certains endroits et 500 mètres plus loin ne pas les avoir. Du coup, avec 5 autres vignerons, ils partagent les informations d'une station météo high-tech. L'innovation, c'est déjà l'enregistrement en fait, de manière autonome. Ça remplace un petit peu ce que je pourrais appeler mon grand-père qui relevait son pluviomètre tous les matins sur son petit cahier. Ici, toutes les informations sont transmises sur Internet, directement sur un fichier Excel demi-heure par demi-heure. En fait, grâce à une petite carte SIM comme dans votre téléphone portable. Deuxième innovation, à partir des relevés, le logiciel permet de prévoir le développement des maladies de la vigne. Ce logiciel me donne en plus le temps que le mildiou va mettre à se développer sur la feuille et donc à apparaître sur les feuilles. Et grâce à cette prévision, pour certains traitements, comme la première application, on peut prévoir la sortie de tâche et appliquer le produit vraiment au bon moment. La conséquence de pouvoir traiter au bon moment, c'est d'utiliser moins de produits phytosanitaires et aussi d'augmenter l'efficacité de notre prévention. Plutôt satisfait de sa station météo, Richard Royer espère que d'autres vignerons feront de même. Jean-Luc Follot, je crois qu'il y a déjà des agriculteurs qui font de même. Ce n'est pas une innovation, peut-être cette tendance de fond de chirurgie en termes de traitement, de précision, agriculture de précision, c'est ça? Il est sûr que l'agriculture de précision a un bel avenir, est déjà en développement. On a deux types d'agriculture de précision. On a l'agriculture de précision, on va dire, basique, qui sert pour certaines interventions, plutôt travail du sol, plutôt épandage, engrais ou fertilisants. Pour un équipement relativement modeste en termes de coût, on a une précision de l'ordre de 10, 20 à 50 cm. Et après, on a une précision, on va dire, haut de gamme, qu'on appellera basiquement le système RTK, qui est beaucoup plus onéreux, mais qui permet une précision de quelques centimètres, on va dire 2-3 cm, et qui permet donc d'utiliser le guidage pour des travaux beaucoup plus fins, comme le binage ou comme le semis. Et ça permet de développer donc des techniques nouvelles, comme le strip-till. Bon, je ne vais pas développer exactement ce que c'est, mais les agriculteurs s'en reconnaîtront en tout cas. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que la technologie n'est plus le facteur limitant pour l'innovation. Ça, c'est important. Michel Livard, ce capteur météo qu'on a vu dans le reportage, là au milieu des vignes, c'est le genre de projet que vous aimez accompagner? J'irai avec bonheur parce que, on l'a vu tout à l'heure, ce viticulteur, ce vigneron là, qui parlait de sa station météo, je trouve que si je rebondis sur les images, excusez-moi, c'est porteur de bien-être. Pourquoi? Pour la vigne, pour le vigneron et pour les consommateurs que nous sommes. Donc ça, c'est très bien. Par contre, il y a autre chose que les agriculteurs et les viticulteurs maintenant commencent à bien faire dans le département. Et là, je vais prendre ma casquette de ferme Aube et de l'engagement que j'ai par rapport à tout ça, puisque pour développer tout ça, il faut communiquer. Et Ferme Aube a décidé de communiquer vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du grand public. Et Ferme Aube a décidé de créer ce qu'on appelle, nous, une marque commerciale qui s'appelle Terre et Vigne de l'Aube, que nous avons ici. Et qu'à partir de cela, les agriculteurs vont pouvoir vraiment communiquer sur ce qui vient d'être dit dans cette table ronde. Parce que qui peut mieux que les agriculteurs ou les viticulteurs parler de leur métier? Et moi, c'est ma petite contribution que je peux apporter. Parce qu'en matière d'innovation, par rapport à Terre et Vigne, c'en est une vraie. Le département de l'Aube est, à ma connaissance, les agriculteurs et les viticulteurs sont les seuls en France à faire ça. Donc il faut les aider. Jacques Leclerc du Sablon, est-ce que l'Aube est à la pointe de l'innovation dans le monde agricole? On peut être franc, hein?
Oui, elle l'a été depuis longtemps, elle le redevient de manière nouvelle, et en particulier parce qu'elle a pris à bras-le-corps la question de l'anticipation de cette innovation future, cette collaboration, de ce co-design à travers la formation. La formation, ça a été une réussite d'une première promotion de CF20 de Fermaube qui a conclu cette formation par un engagement dans l'innovation. Ça va être la deuxième promotion CF2 qui a ce fil rouge comme fil rouge de formation. Ça va être aussi probablement dans la Chambre d'agriculture la tonalité de l'Université du développement durable que l'on prépare pour la fin de l'année. Et le muselet Y qu'on voit à l'image est un des symboles de cette innovation que vous nous avez racontée. On peut dire également que cette émission qui fête son 59e numéro est une innovation puisque ce fut une première en France et il y a quelques années, la première fois que le monde agricole s'associait à une télévision locale pour faire une émission mensuelle sur le monde agricole. Voilà, il fallait quand même se le dire. Et ça se passe dans l'Aube également. Merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de Terre de l'Aube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes agricoles. Au revoir.